Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Hegel et du sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue, même si tout le monde ne l'emploie pas dans le même sens, justement. Mais en gros, le sens de l'histoire, c'est l'idée que le monde évolue dans une certaine direction et que cette évolution est non seulement souhaitable, mais inexorable. Souhaitable parce que porteuse d'amélioration, porteuse de progrès, avec tout ce que ça peut comporter de problèmes quant à la définition de ce fameux progrès, et inexorable parce qu'elle s'imposerait à l'humanité sans qu'elle puisse s'y opposer. Et donc de nos jours, certains parlent de sens de l'histoire pour qualifier certains phénomènes politiques ou économiques, des phénomènes de grande ampleur, qu'ils considèrent comme étant la destination naturelle de l'humanité. Parler de sens de l'histoire, c'est donc dire que la trajectoire suivie par l'humanité n'a rien de hasardeuse, n'a rien d'accidentel, mais qu'elle est au contraire une conséquence logique et nécessaire de son développement. Par exemple, certains diront que la mondialisation, c'est le sens de l'histoire. Parce que l'humanité a d'abord été localisée à la surface de la Terre, qu'elle a entamé des migrations, que ces migrations ont été favorisées par des inventions techniques, comme les bateaux. Rappelons que les premiers bateaux ont été inventés au Néolithique, que ces bateaux ont permis de traverser les océans pour s'implanter sur des territoires vierges, et que, de proche en proche, l'humanité s'est disséminée sur la planète, au point d'arriver où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer dans l'autre hémisphère en à peine quelques heures. Donc si on accepte le double principe selon lequel, premièrement, l'être humain est un inventeur d'objets techniques qu'il ne cesse d'améliorer, et que, deuxièmement, il a en lui un désir d'exploration, pour ne pas dire un désir de conquête, eh bien, effectivement, la mondialisation va dans le sens de l'histoire, car l'humanité ne pouvait que finir par se répandre sur la planète. Donc voilà un exemple de phénomène qui irait dans le sens de l'histoire, la mondialisation, mais il y en a d'autres. Certains diront par exemple que la démocratie, c'est le sens de l'histoire. Pourquoi ? Bien parce que les peuples ont d'abord eu besoin de se structurer autour de figures autoritaires pour les canaliser. Donc les premières civilisations étaient nécessairement despotiques. Ce sont les souverains de Babylone, ce sont les pharaons d'Égypte, qui avaient tous en commun d'incarner le pouvoir suprême. Puis la Grèce a commencé à répartir le pouvoir entre plusieurs individus. Ce fut l'aristocratie, ce fut l'oligarchie, ce fut même la démocratie athénienne, qui était en fait le pouvoir de 10% de citoyens sur 90% de non-citoyens. Et au XVIIIe siècle, quelque chose est apparu en Europe qu'on a appelé démocratie, et qui, en tout cas sur le papier, allait dans le sens d'une plus grande répartition du pouvoir politique. Même si Marx a bien montré qu'il ne suffisait pas de proclamer la démocratie pour que la démocratie soit une réalité, et que les droits de l'homme issus de la Révolution française ont d'abord été les droits de l'homme bourgeois. Mais au-delà de ces considérations, ce qu'on observe, c'est que l'idée démocratique s'est répandue dans l'histoire de manière extrêmement lente et progressive, avec des revirements, avec des retours en arrière, mais elle s'est répandue de telle sorte qu'on puisse dire que la direction de l'histoire, c'est la démocratie. Et dire ça, c'est dire quelque chose de très important, à savoir que la démocratie, ou que la mondialisation, ne pouvait pas être le point de départ de l'histoire humaine. Elle ne pouvait être que le point d'arrivée. Elle ne pouvait être
que le résultat d'un processus historique qui ne peut s'accomplir que par stade, que par étape. Le sens de l'histoire, c'est l'idée qu'il existe des stades de l'humanité, des stades d'évolution de l'humanité, et qu'on n'arrive pas d'emblée au dernier stade. Les stades précédents sont nécessaires pour que le stade final ait un sens. Un peu comme un être humain qui doit d'abord passer par la naissance, puis par l'enfance, puis par l'adolescence, avant d'atteindre l'âge adulte. Et bien de la même façon, l'humanité a connu plusieurs âges, et elle n'atteindra l'âge adulte qu'après être passée par l'enfance et l'adolescence. Emmanuel Kant disait que le siècle des Lumières était le siècle de l'accès de l'humanité à l'âge adulte, à l'état de majorité, que jusqu'alors l'humanité avait vécu sous tutelle, comme un enfant qui a besoin d'un tuteur. Eh bien, c'est un peu ça qu'il faut entendre par sens de l'histoire, à savoir un chemin d'évolution naturel et inexorable. Et ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que il faut respecter ces stades d'évolution. Il faut respecter la chronologie d'évolution pour que cette évolution ait du sens. Par exemple, on ne peut pas demander à un enfant de penser comme un adulte. On ne peut pas demander à un enfant de raisonner comme un adulte. Puisque pour raisonner, il faut avoir atteint l'âge de raison. Et l'âge de raison, on n'y parvient qu'en sortant de l'âge de l'enfance. Un enfant qui pense comme un adulte, qui se comporte comme un adulte, ça a un côté un peu effrayant. On se dit, il est allé trop vite. Il n'a pas vécu son enfance. Parce qu'on sait intuitivement qu'il faut vivre sa jeunesse. Qu'il faut que jeunesse se passe, comme dit l'adage, pour que l'entrée dans le monde adulte ait un sens. Et bien de la même façon, l'humanité a eu besoin de vivre son enfance, elle a eu besoin de vivre son adolescence pour que son entrée dans l'âge adulte ait un sens. À l'époque des dynasties pharaoniques, le concept de démocratie, le concept de liberté individuelle ou de droit de l'homme n'avait aucun sens. Parce qu'on n'en était pas là. On n'en était pas là, ça veut dire l'idée n'avait pas encore fait son chemin. Littéralement. Elle n'avait pas encore fait son chemin dans l'histoire et donc dans les esprits. Si vous aviez parlé de démocratie à l'époque de l'ancien empire d'Égypte, vous seriez passé pour un fou. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle une idée anachronique. Une idée anachronique, c'est-à-dire une idée qui n'est pas en accord avec son temps. Et donc le sens de l'histoire, c'est le fait de considérer que chaque époque est gouvernée par sa propre pensée et que les pensées qui ne sont pas en accord avec leur temps sont soit moquées, soit réprimées. Dans tous les cas, elles ne survivent pas. Et c'est très important d'insister là-dessus parce que bien souvent, on entend des jugements sur les époques passées, et donc sur les mentalités des époques passées, qui se font à travers le prisme de la pensée et de la mentalité du présent. Ça n'a aucun sens. Juger le passé à travers la lunette du présent, reprocher au passé de ne pas être le présent, c'est croire qu'on pourrait faire un bond par-dessus l'histoire. C'est croire qu'on pourrait s'extraire de notre propre poste d'observation et se placer sur une sorte de perchoir métaphysique duquel on percevrait le juste et le vrai dans leur caractère absolu. Mais ça, c'est une illusion. C'est une illusion parce que même si on a tendance à l'oublier, nous sommes des êtres historiques. Et parce que nous sommes des êtres historiques, nous sommes le fruit de notre époque. Nos idées sont le fruit de notre époque. Nos valeurs sont le fruit de notre époque. Et chaque époque succède à la précédente, entraînant avec elle une évolution des idées et des valeurs partagées.
L'un des éléments de définition du sens de l'histoire, c'est donc l'idée qu'à chaque stade d'évolution historique correspond un stade d'évolution de l'esprit humain. Hegel avait une expression pour ça, il appelait ça le Zeitgeist. En français, l'air du temps, l'esprit du temps. Entendez bien cette expression. Esprit du temps. Hegel était ce qu'on appelle un idéaliste. Alors pas idéaliste au sens où il rêvait d'un monde idéal, idéaliste au sens où il pensait que les idées gouvernaient la réalité, que l'esprit gouvernait la réalité. Et donc, chaque époque possède son esprit, esprit qui structure et conditionne les mentalités individuelles. Si vous préférez, notre esprit individuel est un fragment de l'esprit du temps. Alors oui, on peut avoir une tournure d'esprit qui diffère de l'esprit du temps. On peut être d'un autre temps, mais à la marge. Parce que fondamentalement, nous sommes les enfants de notre époque. Notre mentalité est ancrée dans notre époque. Elle peut se nourrir du passé, mais elle ne se nourrit du passé que dans la mesure où le passé est incorporé au présent. Que dans la mesure où le présent porte en lui le passé. Mais par définition, le passé est dépassé. Pour en revenir à Hegel et au sens de l'histoire, Hegel considérait que comprendre l'histoire, comprendre la marche de l'histoire, c'était comprendre la nature du monde. Hegel considérait que l'histoire ne devait pas simplement être décrite, qu'elle ne devait pas simplement être racontée, mais qu'elle devait être pensée. Et c'est pas du tout la même chose. On peut raconter l'histoire sans comprendre l'histoire. Raconter l'histoire, c'est dire ce qu'il s'est passé. Penser l'histoire, c'est comprendre le sens de ce qu'il s'est passé. C'est pourquoi Hegel s'inscrit dans la tradition de ce qu'on a appelé la philosophie de l'histoire. À ne pas confondre avec l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie, c'est dire qui a pensé quoi à tel moment. C'est dire qu'il y a eu une philosophie grecque à l'Antiquité, une philosophie chrétienne au Moyen-Âge, une philosophie humaniste à la Renaissance, etc., etc. Donc l'histoire de la philosophie, c'est de l'histoire. Comme il y a l'histoire des arts ou l'histoire des sciences. Alors que la philosophie de l'histoire, c'est penser le sens de l'histoire d'un point de vue philosophique. C'est se demander qu'est-ce que l'histoire nous révèle en termes de sens. Quelle est la logique de l'histoire? Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que souvent, on interprète mal l'expression sens de l'histoire. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il s'agit du sens comme direction, ou bien est-ce qu'il s'agit du sens comme signification? Eh bien, les deux, mon capitaine. Le sens de l'histoire, c'est à la fois la direction de l'histoire et la signification de l'histoire. Tout simplement parce que d'un point de vue philosophique, la direction détermine la signification. Comprenez bien, si l'histoire a une direction, ça veut dire qu'elle n'est pas le produit du hasard. Et donc, si elle n'est pas le produit du hasard, elle a un sens. Elle a une signification. C'est ce qu'on appelle une conception finaliste. L'idée que les choses ont une finalité, qu'elles ont un but. Pour Hegel, l'histoire a un sens parce qu'elle a un but. Et le but de l'histoire, selon Hegel, eh bien, c'est ce qu'on va tenter d'élucider dans la suite de cette analyse. Alors déjà, reprenons ce que nous disions tout à l'heure, à savoir que chaque époque
était caractérisé par un esprit du temps, par un Zeitgeist, et que cet esprit du temps structure et conditionne les esprits individuels. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que si on ne reconnaît pas ce principe, on passe complètement à côté d'un des piliers de la philosophie de l'histoire, à savoir que ce ne sont pas tant les hommes qui font l'histoire que l'histoire qui fait les hommes. Alors là, il va falloir que j'explique un peu parce que c'est pas quelque chose d'évident. Qu'est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas les hommes qui font l'histoire, mais que c'est l'histoire qui fait les hommes? D'un point de vue strictement factuel, d'un point de vue strictement matériel, il est clair que ce sont les hommes qui font l'histoire et non l'inverse. L'histoire, c'est bien la science qui étudie les événements. Or, les événements sont bien le résultat des actions humaines. Si dans les manuels d'histoire, il est écrit que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb en 1492, c'est bien parce qu'en 1492, il y a un homme qui s'appelait Christophe Colomb, qui a pris son bateau et qui a accosté en Amérique. Alors oui, Christophe Colomb pensait accoster dans les Indes. Oui, les Vikings ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb, mais là n'est pas le propos. Le propos, c'est de dire qu'à l'origine des événements historiques, il y a l'action des hommes. Pas d'histoire sans action. Pas d'histoire sans participation des hommes à l'histoire. Ça, c'est incontestable. Mais ce que nous dit Hegel, c'est que les hommes qui font l'histoire, ce qu'il appelle les grands hommes, grands au sens de l'influence qu'ils ont eue dans la destinée du monde, que ces grands hommes étaient, d'abord et avant tout, l'incarnation de l'esprit de leur temps. Christophe Colomb fut l'incarnation de l'esprit de son temps, l'esprit de la Renaissance européenne, qui se caractérisait par l'exploration et la conquête de territoires nouveaux. De même que Napoléon fut l'incarnation de l'esprit de son temps, parce qu'il fut l'incarnation de l'esprit révolutionnaire qui donna naissance à l'État moderne. Et d'ailleurs, entre Christophe Colomb et Napoléon, le véritable grand homme selon Hegel, c'était Napoléon. Pourquoi ? Parce que, contrairement à Christophe Colomb, Napoléon, lui, savait ce qu'il faisait. Donc, Napoléon était un grand homme, Jules César était un grand homme, non pas parce qu'ils étaient de grands chefs de guerre, mais parce qu'ils avaient le sens de l'histoire et le sens de leur rôle dans l'histoire. Et donc ce que nous dit Hegel, c'est que lorsque Napoléon lance la campagne d'Italie, ce n'est pas lui qui lance la campagne d'Italie. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui a désigné Napoléon pour qu'il accomplisse ce que l'histoire a prévu qu'il accomplisse. Alors oui, c'est un peu étrange dit comme ça parce que ça donne l'impression que l'histoire serait une sorte d'entité consciente qui manipule les hommes. Bien oui, c'est un peu ça. L'histoire se sert des hommes pour se réaliser. Et Napoléon, c'est l'instrument dont l'histoire s'empare pour avancer. Dans cette conception de l'histoire comme processus qui s'accomplit par-dessus la volonté des hommes, nous ne sommes que des jouets de l'histoire. Et quand nous croyons agir de notre propre volonté, Hegel nous dit que notre volonté n'est que la forme individualisée de la volonté de l'histoire. Pour ceux qui ont écouté mon premier épisode sur Schopenhauer, rappelez-vous, on avait dit que pour Schopenhauer, le désir sexuel n'était que la traduction individualisée de la volonté de l'espèce qui cherche à se perpétuer à travers nous. On croit désirer, mais c'est la vie elle-même qui désire à travers nous. Schopenhauer et Hegel ont beau ne pas être d'accord sur de nombreuses choses, il y a malgré tout
un rapprochement possible entre ces deux conceptions. Et ce que nous dit Hegel, c'est que, pour pouvoir s'accomplir, l'histoire doit utiliser quelque chose de fondamental chez les êtres humains, à savoir leur passion. Les passions sont le moteur de l'histoire. Pourquoi ? Parce que les passions nous font agir. Parce que les passions nous mettent en mouvement. Et la mise en mouvement des hommes par leurs passions permet la mise en mouvement de l'histoire par leurs actions. Les passions créent les actions qui créent l'histoire. Et si Napoléon n'avait pas été un homme épris d'absolu, s'il n'avait pas été un homme passionné de grandeur, il n'aurait jamais conquis l'Europe. Il faut être fondamentalement mégalomane pour prétendre conquérir l'Europe. Eh bien, l'histoire avait besoin d'un soldat mégalomane pour réaliser une telle épopée. Napoléon, ce n'est pas un empereur. Napoléon, c'est l'histoire en action. C'est quelque chose de plus haut qu'un homme, mais qui a besoin d'un homme pour se réaliser. Pour Hegel, les passions humaines sont le moyen par lequel l'histoire s'accomplit dans le monde. On continue encore à s'étonner de la mégalomanie des hommes de pouvoir. On continue encore à s'étonner de leur orgueil, de leur narcissisme, de leur prétention parfois à se prendre pour des dieux. Ce que nous dit Hegel, c'est que cette prétention est consubstantielle à leur rôle dans l'histoire. Les grands hommes doivent se prendre pour des dieux parce que sans ça, ils n'agiraient pas. Et s'ils n'agissaient pas, ils n'accompliraient pas l'histoire. Le grand homme ne décide pas de faire l'histoire. Le grand homme est traversé par l'histoire sous la forme d'une passion ardente qui le commande d'agir sans qu'il sache réellement pour quelle finalité il agit. Le grand homme contemple l'horizon et il voit l'infini. Il ne voit pas que derrière l'infini, l'histoire continue. Il ne faut pas sous-estimer cette passion qui habite certains êtres humains et qui consiste à vouloir entrer dans l'histoire. Alors si on voulait faire du freudisme facile, on pourrait y voir une symbolique. Entrer dans l'histoire. Surtout maintenant qu'on a expliqué que ceux qui entrent dans l'histoire, c'est en réalité l'histoire qui entre en eux. Hegel disait « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. » Et effectivement, ce n'est pas la raison qui nous pousse à agir. C'est la passion. Or, ce sont ceux qui agissent qui font l'histoire. C'est donc la passion des hommes qui fait l'histoire. Mais c'est en même temps l'histoire qui fait les hommes, au sens où c'est l'histoire qui s'empare des passions humaines pour avancer sur son itinéraire. Les passions humaines sont le moteur de l'histoire. Alors, arrivé à ce stade de la réflexion, une question se pose. Une question fondamentale. Car s'il est vrai que l'histoire guide l'action des hommes, la question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui guide l'histoire ? Parce que c'est bien beau de dire que l'histoire utilise les passions humaines pour s'accomplir, c'est bien beau de dire que l'histoire cherche à avancer à travers l'action des hommes, mais dire ça, est-ce que ce n'est pas prêter à l'histoire des intentions ? Est-ce que ce n'est pas lui prêter une volonté ? Comme si l'histoire était consciente de ce qu'elle faisait. Bien oui, pour Hegel, l'histoire a une volonté.
L'histoire est consciente de ce qu'elle fait. Parce que, derrière l'histoire, il y a un principe que Hegel appelle la raison. La raison universelle, qu'il appelle également l'esprit. Et pour Hegel, si l'histoire a un sens, c'est parce qu'elle est tout entière guidée par cette raison universelle. Alors, expliquons ça. Pour Hegel, tout est rationnel. Tout est rationnel en deux sens. Tout a une explication et tout est guidé par la raison. Tout a une explication, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Parce qu'effectivement, rien dans notre monde n'échappe à la rationalité. Rien dans notre monde ne peut désobéir à la logique. On peut se comporter de manière illogique, mais on peut trouver les raisons pour lesquelles on se comporte de manière illogique. C'est ce qu'a compris Hegel. L'irrationnel fait partie du rationnel. Mais dire que tout est rationnel, c'est également dire qu'une raison est à l'œuvre dans le monde. Et que cette raison cherche à se diffuser dans le monde à travers l'histoire. Alors, j'en vois déjà certains qui froncent les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une raison est à l'œuvre dans le monde ? Est-ce qu'il ne s'agirait pas là d'une vision davantage mystique que philosophique ? Est-ce que Hegel n'est pas en train d'introduire Dieu dans l'équation, en le rebaptisant raison pour mieux faire passer la pilule ? Peut-être bien oui. Peut-être bien, à la condition de comprendre qu'ici, Dieu ne s'identifie pas à une entité qui juge et qui ordonne. Dieu s'identifie à la raison elle-même. À la raison en tant qu'elle s'investit dans le monde. Dans les religions, Dieu est au-dessus du monde. Chez Hegel, Dieu est dans le monde. Il le traverse, de part en part. Il est cette raison universelle qui a un but, à savoir se concrétiser, se manifester à la conscience des hommes en s'accomplissant dans l'histoire. Quand nous agissons, nous faisons avancer l'histoire. Nous l'accomplissons. Après avoir agi, nous observons les résultats de notre action. Ces résultats sont rationnels, car rien dans le monde n'échappe à la rationalité. Ce faisant, agir nous permet d'augmenter notre niveau de conscience. Nous accumulons de l'expérience, et cette expérience se convertit en enseignement, avec plus ou moins de réussite. Hegel disait ironiquement, « L'histoire nous apprend que les peuples n'ont rien appris de l'histoire. » C'était une manière un peu désabusée de dire que les hommes mettent du temps à tirer les enseignements de leurs expériences. Mais c'est pourtant bien l'expérience qui permet de comprendre. En se retournant sur ces expériences, en faisant le bilan de ces expériences, pour peu qu'on soit attentif et apte à l'autocritique, on trouvera de quoi augmenter son niveau de conscience. La raison universelle, c'est cette conscience qui cherche à se diffuser dans l'esprit des hommes et qui emprunte le chemin de l'histoire pour se manifester à eux, peu à peu. Chacune de nos expériences, individuelles ou collectives, est une étape sur ce parcours de la conscience. Parce que la raison ne peut pas apparaître en un seul bloc à la conscience des hommes.
Elle a besoin de temps, elle a besoin de suivre des étapes, parce que chaque étape fait partie du processus d'accès à la conscience. Si je vous enseigne une vérité et que vous la gobez toute crue, sans la vérifier, sans l'expérimenter, cette vérité n'a pas de valeur pour vous. Si je vous dis que l'esclavage, c'est mal, vous n'en savez rien tant que l'esclavage ne fait pas partie de votre historique. C'est tout le propos de la pièce de Marivaux, L'île des esclaves, qui illustre bien la nécessité pour le maître de devenir esclave et pour l'esclave de devenir le maître, pour que l'un et l'autre comprennent en quoi cette situation n'est pas viable. En quoi elle doit être dépassée. Tout tient dans ce « en quoi ». Comprendre qu'une chose est bonne ou mauvaise, c'est comprendre en quoi elle est bonne ou mauvaise. Et pour ça, il faut l'avoir expérimentée. Parce que la conscience se nourrit de l'expérience et que l'expérience de l'humanité est ce qui doit permettre à cette humanité de progresser sur le chemin de la raison. Les souffrances endurées par les peuples du passé, le despotisme, la servitude, la guerre, furent nécessaires pour comprendre en quoi elles devaient être dépassées. Mais elles ne pouvaient pas être dépassées avant d'avoir été vécues. Certains trouveront ce constat cruel. L'histoire n'est pas cruelle. Elle est le champ des possibles. Et l'humain expérimente les possibles. Il les explore dans leur intégralité jusqu'à en tirer les conclusions qui s'imposent. Vous me direz, on n'avait pas besoin d'en passer par la souffrance pour savoir que la souffrance est à éviter. Eh bien si. Parce qu'une souffrance ne se connaît qu'en s'éprouvant, pas en s'imaginant, pas en se théorisant. Un enfant ne sait pas que le feu brûle tant qu'il ne s'est pas brûlé. Et tant qu'il ne s'est pas brûlé, la phrase « le feu brûle » n'a pas de sens du point de vue de sa conscience. Faut-il en conclure que l'humanité doit se brûler jusqu'à temps qu'elle comprenne que le feu brûle? Oui. C'est le seul moyen. C'est le seul chemin. Et le sens de l'histoire, c'est de nous faire expérimenter tout ce qui est expérimentable, étape par étape, pour avancer vers plus de conscience, vers plus de raison et vers plus de liberté. La liberté est le but de l'histoire, selon Hegel. Parce que la raison rend libre. Quand notre raison est altérée, nous perdons une partie de notre liberté. Nous devenons réifiables, manipulables, instrumentalisables. L'expérience nous confère de la raison. Elle nous fait progresser vers la raison. Et c'est le rôle de l'histoire de faire progresser l'humanité vers la raison, quand bien même les chemins qu'elle emprunte sont rarement des chemins raisonnables. Car il faut qu'il en soit ainsi pour que l'apprentissage ait un sens. On ne progresse pas dans la consensualité. On progresse dans la conflictualité. Hegel appelle cela le travail du négatif. Le négatif comme condition du positif
Parce que l'expérience du négatif révèle la nécessité de dépasser le négatif. C'est la raison pour laquelle, pour Hegel, l'humanité avance nécessairement vers le progrès, quand bien même les événements qui jalonnent l'histoire ne semblent pas forcément indiquer une amélioration de la condition humaine. Parce que le progrès chez Hegel n'est pas une notion linéaire. Le progrès n'est pas linéaire, il est dialectique. Il passe par des chemins détournés, par des contradictions. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et c'est ça qui fait qu'on comprend souvent mal l'idée hegelienne selon laquelle l'humanité va vers le progrès, parce qu'on voudrait que ce progrès se traduise dans les apparences. Pour Hegel, le progrès ne se traduit pas dans les apparences. Il se traduit dans les profondeurs. Il se traduit dans le négatif. Si l'histoire a un sens, c'est parce qu'elle est le lieu du travail du négatif par lequel l'esprit se réalise. Hegel voyait dans l'histoire 3 stades de l'évolution de l'esprit humain. L'art, la religion et la philosophie. L'art, c'est l'esprit qui se manifeste sous une forme sensible. C'est le rapport au corps, à la sensorialité, à la matière. C'est l'enfance de l'humanité. Et l'enfant n'est-il pas celui qui cherche à connaître le monde à travers les sens? La religion, c'est l'esprit qui se manifeste sous la forme de la foi. C'est le rapport au sentiment, à l'expérience intime et à la représentation. C'est l'adolescence de l'humanité. L'adolescent qui vit ses premières expériences intimes, qui aime, qui espère, qui doute. C'est la vie du cœur. Puis vient la philosophie, l'accès au concept, la raison. L'âge de raison, le dépassement du sensoriel et de l'affectif, l'entrée dans la rationalité et dans la liberté. Comprendre que raison et histoire sont indissociables, comprendre que l'histoire est le lieu de déploiement de la raison chez les hommes, c'est comprendre que plus l'histoire progresse, plus nous progressons vers la conscience. Plus les hommes se rapprochent de l'esprit, plus l'esprit se rapproche des hommes, jusqu'à finir par ne faire qu'un. Je cite. « Il n'y a rien de plus haut que l'esprit. Rien ne saurait être plus digne que lui de devenir son objet. L'esprit ne peut trouver la paix, il ne peut s'occuper de rien avant de connaître ce qu'il est. L'esprit doit donc parvenir au savoir de ce qu'il est vraiment et objectiver ce savoir, le transformer en un monde réel et se produire lui-même objectivement. C'est là le but de l'histoire universelle. L'essentiel est ici que ce but soit un résultat. L'esprit n'est pas un être naturel, comme l'animal qui est ce qu'il est immédiatement. L'esprit se produit lui-même. Il se fait lui-même ce qu'il est. Son être n'est pas existence en repos, mais activité pure. Son être est le processus absolu. Ce processus, médiation de lui-même avec lui-même et par lui-même, et non par un autre,
implique que l'esprit se différencie en moments distincts, se livre au mouvement et au changement et se laisse déterminer de diverses façons. Ce processus est aussi, essentiellement, un processus graduel, et l'histoire universelle est la manifestation du processus divin, de la marche graduelle par laquelle l'esprit connaît et réalise sa vérité. Tout ce qui est historique est une étape de cette connaissance de soi. Le devoir suprême, l'essence de l'esprit, est de se connaître soi-même et de se réaliser. C'est ce qu'il accomplit dans l'histoire. Il se produit sous certaines formes déterminées, et ces formes sont les peuples historiques. Chacun de ces peuples exprime une étape, désigne une époque de l'histoire universelle. Plus profondément, ces peuples incarnent les principes que l'esprit a trouvés en lui et qu'il a dû réaliser dans le monde. Il existe donc entre eux une connexion nécessaire qui n'exprime rien d'autre que la nature même de l'esprit. L'histoire universelle est la manifestation du processus divin absolu de l'esprit dans ses plus hautes figures, la marche graduelle par laquelle il parvient à sa vérité et prend conscience de soi. Les peuples historiques, les caractères déterminés de leur éthique collective, de leur constitution, de leur art, de leur religion, de leur science, constituent les configurations de cette marche graduelle. L'histoire humaine est folle. Mais elle n'est folle que pour mieux nous conduire vers la compréhension et vers la conscience. On ne comprend les choses qu'après les avoir vécues. La chouette de Minerve prend toujours son envol au crépuscule, écrit Hegel. Il voulait dire par là que les choses ont d'abord lieu, qu'elles se déroulent, et qu'ensuite seulement, la conscience en comprend le sens. Il faut avoir vécu pour pouvoir penser le vécu. La philosophie arrive après l'histoire. Le sens se révèle après les événements. L'histoire humaine est le théâtre de la conflictualité. Et cette conflictualité a beau être vécue par l'humanité comme une douleur, elle est le seul chemin par lequel l'esprit peut passer pour se révéler. Si l'histoire est rationnelle, c'est dans la mesure où le chaos des passions humaines a un but: nous faire accéder à la conscience que nous sommes l'histoire, à la conscience que nous sommes l'esprit, et que l'absolu nous tend la main. Je vous remercie.